Ok, bah écoutez, bienvenue à tous, merci d'être là. Vous êtes nombreux, vous êtes trop nombreux pour la salle, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Donc pour me présenter très rapidement, je vais essayer de faire un minimum de promo aujourd'hui. Je m'appelle Alban Renard, je suis le directeur de l'expertise et de l'innovation pour l'agence Cybercité, une agence de web marketing. Donc moi, ça fait à peu près 17 ans que je fais du search marketing. J'ai commencé en 2006, donc mes calculs sont bons. J'ai fait du e-commerce en tant que freelance, j'ai fait de l'agence, j'ai fait de l'annonceur, etc. Et j'ai pas mal bossé sur les sujets immobiliers, travel et e-commerce, tout secteur. Pour présenter rapidement Cybercité, on est une agence de web marketing qui existe depuis 24 ans, à peu près autant que Google. Donc on est copains depuis longtemps, ou des fois moins copains. On a des agences un peu partout en France, sur Rennes, sur Nantes, sur Chambéry et le siège à Lyon. En termes de référence, on va de la belle PME au grand groupe. On met beaucoup en avant nos clients comme Air France, comme Orpi, comme Culligan, des gens avec qui on a des collaborations depuis plus de 10 ans, donc sur lesquels ça fonctionne bien. Et nos métiers portent globalement sur l'acquisition d'audience, la génération de trafic, la génération de conversion, sur des stratégies SEO, mais également sur des stratégies paid, donc sur tout ce qui est SIA, SMA, et également sur la partie social media avec notre filiale qui s'appelle Onlyso. On fait également de l'analyse de conversion, de la data analytics, de la mise en place de plans de marquage, ce qui est particulièrement sympathique en ce moment avec l'arrivée de GA4 et l'illégalité de Google Analytics. Si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous tout de suite. Voilà pour l'instant promo. Maintenant, on va parler SEO. Alors, comme je sais que le public est un petit peu divers, je vais vous représenter quelques bases sur le search marketing. Donc, désolé pour ceux qui sont experts, ou voilà, on va un petit peu balayer tout ça. Donc sur le SEO, en une slide, globalement, on est sur donc le référencement naturel, un Search Engine Optimization. Globalement, notre objectif, c'est d'analyser la concurrence, d'analyser ce qui se passe sur la page de résultats de Google, les cibles, les objectifs, et d'utiliser les 3 leviers historiques du SEO, qui sont finalement la mise en conformité technique des écosystèmes web, le contenu, ce qui va nous occuper principalement dans cette présentation, et la popularité, c'est-à-dire le fait qu'on parle beaucoup de votre marque d'une certaine manière pour générer des liens externes qui renvoient vers votre site. Tout ça, ça a pour objectif de générer du reach, donc de la portée, de la visibilité sur Google principalement et les autres moteurs de recherche, du trafic le plus qualifié possible et in fine du business. Donc en tant que web marketer, nous, notre rôle avec nos clients, c'est d'essayer de comprendre finalement pourquoi une personne va utiliser un outil de recherche pour satisfaire un besoin en mettant du coup cet outil de recherche entre lui et un site web, un contenu, un écosystème. Donc pour ça, on va essayer de comprendre quelles sont les requêtes, quels sont finalement les mots qui vont être utilisés par ces internautes-là, et surtout l'intention cachée qu'il va y avoir derrière. On peut utiliser un terme de recherche, mais que ce ne soit pas forcément le bon. Donc nous, notre job finalement, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière et comment ce que veut la personne in fine. Donc notre objectif, c'est d'associer des mots-clés avec de la valeur. Et la valeur, elle va se déterminer sur plusieurs axes. Soit c'est générer plus de consommation de votre site web, ou consommation de certaines parties de votre site web. Soit générer plus de contacts, plus de leads, via mail, via téléphone, via formulaire, etc. Soit générer directement de la valeur pour les e-commerçants ou les sites de réservation. Donc pour ça, on va travailler sur la compréhension des intentions. Elles peuvent être vraiment diverses, multiples. Ça peut être de comparer des produits, ça peut être de les acheter, évidemment. De trouver le meilleur prix, voire de trouver des choses de luxe pas chères. C'est la grande tendance actuellement. De comprendre, de savoir s'informer, comprendre où est-ce qu'on peut acheter ces produits-là, dans quelle ville, dans quel magasin, et évidemment après d'aller sur des informations plus brutes, de la news, ou alors comment faire soi-même, ou alors comprendre quelles sont les forces en présence sur un secteur donné, sur une typologie de produits ou de services. Et derrière, il faut comprendre que finalement Google va nous offrir une réponse, va offrir une réponse à cette intention qui va être très volatile, qui va vraiment dépendre des requêtes qui sont formulées. Et nous, on va essayer de comprendre un petit peu comment Google comprend cette intention et comment il trouve une réponse la plus pertinente possible. Donc Google, c'est un espace de visibilité, c'est un outil de recherche qui va proposer 3 grands types de contenus, soit des liens vers des sites en SEO, donc en naturel, organique, qui ont été placés là par leur qualité finalement, soit sur la partie SIA, la partie publicitaire, via un système de régie avec un paiement au clic, avec la visibilité en rouge,
donc il faut payer pour être là, soit ce qu'on va appeler les services Google, et que nous on va utiliser le terme de reach, c'est-à-dire la portée, des éléments sur lesquels Google vous garde, c'est-à-dire qu'il ne va pas renvoyer vers des sites web, mais il va vous conserver et finalement ne plus générer de clics. Il faut savoir que sur mobile et sur certaines thématiques, on peut aller jusqu'à 75% des requêtes des internautes qui ne génèrent plus de clics vers les sites web. Google a directement la réponse, donc la valeur ajoutée d'avoir un site qui propose de l'information brute qui est retrouvable partout en ligne, elle devient de plus en plus nulle finalement. Donc c'est la valeur ajoutée de votre contenu qui va vraiment faire la différence. Alors qu'est-ce qu'on fait nous pour répondre à ça? On va analyser ces pages de résultats, donc les SERP, et on va faire ce qu'on appelle de la serpologie, c'est-à-dire qu'on va en macro sur une thématique donnée comprendre quels sont les types de contenus que Google va mettre en valeur. Est-ce que c'est de la Maps, donc de la carte, est-ce que c'est de l'image, est-ce que c'est de la vidéo, est-ce que c'est des news? On va calculer des proportions et ça va nous donner une ébauche de stratégie pour savoir quels médias on va mettre en place prioritairement pour votre stratégie. On va essayer également d'identifier les sites en présence qui ont la plus grosse couverture de visibilité. Et du coup, on va essayer soit de faire à minima pareil, soit de faire mieux et de proposer une chaîne de valeur plus importante. On va calculer la fréquence aussi d'apparition de certains éléments spécifiques, puisque la SERP, la page de résultats, c'est quelque chose qui est mouvant, qui évolue avec les années. Et du coup, on détecte les nouvelles tendances pour les suivre. Quand Google Flights arrive, on détecte la proportion de résultats sur tous les vols Paris-New York, Paris-Bangkok, etc., sur lesquels ça s'affiche. Et puis on mesure une courbe de progression pour voir finalement quel est l'impact sur la visibilité que vous pouvez obtenir. Donc quelle est la couverture de visibilité disponible ou pas. Je vous donne un petit exemple d'analyse de serpologie plus en mode micro, pour que vous compreniez bien. Sur une thématique comme ça, donc là le mot-clé c'est meuble industriel. La réponse de Google sur une thématique, sur un mot-clé comme meuble industriel, elle est variée. Il comprend bien qu'il y a plusieurs intentions possibles, donc il va finalement fournir un certain nombre de choses. Il sait qu'il peut y avoir une intention d'achat, donc il va tout de suite proposer du PLA, du Product Listing Ads, donc des pubs qui viennent de Google Shopping finalement, ou de Performance Max. Vous allez avoir des logiques inspirationnelles. Je ne suis pas assez grand pour montrer comme ça, mais bon, vous voyez les images. C'est une SERP sur laquelle il y a plus de 4-5 images, donc forte valeur du visuel, inspiration, compréhension de ce qu'il existe sur cette thématique, concurrent de Pinterest. Et puis, il va aussi y avoir la mise en valeur de Maps. Pourquoi? Parce que Google identifie que sur un mot-clé comme ça, potentiellement, il y a un acte d'achat, et cet acte d'achat sur du meuble, il y a quand même de grandes chances qu'à un moment donné, il se fasse en magasin. Donc, il y a une logique de disponibilité locale à mettre en valeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ces éléments-là, on voit aussi que les images elles sont disponibles également dans les snippets classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la recherche universelle image avec le gros bloc, mais sur chaque résultat organique qu'il va mettre en valeur, il propose également un petit carrousel d'images. Donc, importance accrue du visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en termes de stratégie, ce qu'on comprend, c'est déjà stratégie convergente, SEO, SIA avec du product. Ça va être mise en valeur de visuel client, s'assurer qu'on a le bon nombre d'images, le bon volume, la bonne qualité. Ça va être également s'assurer qu'on a une bonne présence sur Google My Business pour être présent au local, etc. etc. Donc tous ces éléments-là qu'on va mettre en œuvre. Également la présence de rich snippets sur la présence des petites étoiles et des notes, donc un marquage HTML spécifique à mettre en place pour obtenir ça, en tout cas avoir le plus de chances possible de les obtenir parce que ce n'est pas automatique. Donc voilà, l'illustration ici. Donc après, au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre aussi sur le fonctionnement de Google, c'est que sa réponse, il va la travailler avec le machine learning et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça n'est pas arrivé avec ChatGPT, ça fait des années, voire des dizaines d'années que ça existe, et que Google l'exploite finalement depuis le début. Donc comment il l'exploite finalement? Dès le départ, et a fortiori depuis 2015 à peu près, l'arrivée de RankBrain, Google cherche à mieux comprendre l'intention de l'internaute de manière automatisée. Donc c'est quelque chose qui apprend tout seul, l'intelligence artificielle. Donc ils essayent de comprendre cette fameuse intention cachée pour avoir la meilleure réponse le plus rapidement possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent désambiguiser, comprendre les différents sens et fournir les sens les plus importants en premier ou de manière plus forte. Prendre en compte également le contexte de recherche, qui peut être différent, ça on va en parler. Et traiter les signaux utilisateurs pour proposer une personnalisation des résultats la plus forte possible. Google essaye de vous répondre à vous et pas uniquement à tout le monde. L'ère de la SERP unique pour un mot-clé, elle est terminée depuis assez longtemps maintenant. Donc il y a quand même une personnalisation des résultats qui intervient en fonction de votre parcours. Alors au niveau des signaux comportementaux, qu'est-ce que Google utilise finalement? Il utilise ce que vous faites sur son moteur. Tout ça, il le traque. Si vous avez la capacité à traquer ce qui se passe
dans une console sur un navigateur, vous pourrez voir qu'il se passe pas mal de choses. Google a son propre analytics et finalement détecte qu'il y a du pogo sticking, c'est-à-dire ce que vous pouvez appeler vous le taux de rebond, plus ou moins. C'est-à-dire je vais sur un site, je reviens sur Google, je vais sur un deuxième site, je reviens, etc. Tout ça, c'est du pogo sticking qui va de pair avec le dwell time, donc le temps d'errance, combien de temps je passe en dehors de Google avant de revenir à Google. Et tout ça, ça lui permet finalement de clusteriser des requêtes, de les assembler les unes avec les autres et de comprendre, en tout cas d'essayer de comprendre ce qui apporte de la satisfaction à l'internaute qui a tapé telle ou telle requête. Donc il va regrouper tout ça, le clusteriser et essayer d'en apprendre des choses pour améliorer le futur. Au niveau de, j'ai parlé de désambiguisation, l'ambiguïté sémantique, comment elle se traduit, voilà, faut savoir qu'il y a plein de mots-clés qui peuvent être tapés sur Google qui ne sont pas clairs du tout, pour un moteur et pour un humain non plus d'ailleurs. La personne qui tape GRC, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut tout simplement ce qu'on présente sur Google dans le knowledge graph, donc le graphique de la connaissance, la définition de ce que c'est que la GRC, les principaux acteurs du secteur? Pour Google, a priori, c'est une des intentions prioritaires. Mais il va également vous proposer une réponse tout de suite, position 0, avec quelque chose qu'on va retrouver sur une demande vocale, par exemple. Il va vous répondre ça, il va vous lire le contenu de ce premier ou de ce résultat 0. Il va vous proposer également donc, un élément de désambiguïsation qui s'appelle la PAA, c'est-à-dire le People Also Ask, donc des questions ressemblant un petit peu à votre requête et qui vont vous permettre d'affiner et de surfer un petit peu sur Google directement. À ce stade-là, encore une fois, on n'a toujours pas été sur un site web, on a juste affiné et on a donné de l'info à Google, on a nourri sa machine pour son machine learning. On lui donne des billes. On va également avoir parfois les deuxièmes sens ou les troisièmes sens. GRC, c'est également certaines marques. Il y a des marques qui s'appellent GRC Développement, GRC Contact. Quand on est sur du local et qu'on est concerné, il va vous mettre ça en valeur parce que ça peut être une intention qui est liée au contexte géographique, pour le coup. Et puis, contexte mi-géographique, mi-newsjacking, comme on dit, la GRC, c'est également la Gendarmerie royale du Canada. Je ne savais pas non plus, mais il faut savoir que ça peut être une intention qu'on va retrouver. Alors ça veut dire quoi ça c'est un petit peu le cas rigolo, mais dans l'absolu, il peut se passer plein de choses sur n'importe quelle requête, d'où l'importance de le monitorer dans le temps, parce que encore une fois, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui bouge, donc il faut arriver à comprendre ce qui se passe sur les mots-clés que vous suivez pour éviter de prendre des décisions ou de penser que vous avez perdu de la visibilité alors que c'est juste le contexte qui a changé. Donc justement, ce contexte de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre thématique, il faut être en veille permanente. Quand on est dans l'immobilier et qu'il y a de la news sur les taux d'usure en 2023, à un moment donné, évidemment, les sites de presse vont être là, évidemment, ils vont réagir. Mais pour les marques, il y a vraiment de plus en plus une nécessité à apporter de la valeur ajoutée et du coup à prendre des parties. Parce que, en fait, finalement, c'est les seuls contenus, en tout cas les contenus de demain, qui seront les plus nouveaux, plus valeur ajoutée. Comment vous réagissez, vous, en tant que marque, à telle ou telle actu? Quelles sont les solutions que vous apportez sur tous les nouveaux sujets? Il faut arriver à faire une sorte de veille et du coup de détecter les opportunités pour des nouveaux contenus. Donc ça, nous, c'est des choses qu'on détecte avec des outils qui nous permettent de traquer ce genre de choses, donc de traquer les nouveaux éléments que Google fournit sur sa page de résultats. Et c'est des choses qu'on fournit à nos clients pour nourrir leur stratégie éditoriale. Donc là, la frontière entre contenu chaud et contenu froid, elle est de plus en plus compliqué à trouver, puisque nous, on essaye de faire en sorte d'anticiper les futurs contenus chauds en produisant du contenu froid pour être placé en amont, autant que possible. C'est pour ça qu'on fait des plannings éditoriaux qui anticipent un petit peu les potentiels besoins qu'on va avoir, soit sur du marronnier, soit sur de la prospective, tout simplement. On a des clients qui savent ce qui va se passer au niveau de la législation, donc on travaille à l'anticipation des contenus. Un autre exemple un peu similaire, sur un mot-clé très générique comme Halloween, on voit bien que sur une SERP comme ça, Google ne sait pas vraiment ce que vous voulez, est-ce que vous voulez parler du film, de la fête, etc. Donc il va vous proposer plein de PAA, plein de questions additionnelles, plein de recherches associées en bas de page, et quelque part, vous voyez bien que c'est une SERP qui est ads-free, donc il n'y a pas de publicité. Google, il n'arrive pas à se rémunérer là-dessus parce que personne ne va enchérir sur ce type de terme. Par contre, il va vous orienter, il va vous dire, attention, dans Halloween, il y a aussi Halloween décoration. Donc il va détecter des intentions transactionnelles connexes, et puis il va vous inciter un petit peu, alors ça reste assez soft comme incitation, mais il va vous proposer quand même d'aller sur des SERP qui sont plus orientés transactionnels, je vais y arriver, donc sur des SERP moins ambigus pour lui. Et là, il vous envoie où? Sur une SERP comme Halloween décoration, où là, pour le coup, il y a de l'annonceur, donc il y a du PLA, Product Listing Ads, pour ceux qui ont oublié depuis tout à l'heure. Et il va également vous proposer des contenus inspirationnels, là encore, sous forme d'images.
Et il va également vous faire comprendre, en tout cas nous faire comprendre en tant que web marketeur, ce qu'on peut aller chercher éditorialement, puisqu'il y a des regroupements qui sont faits. Il y a les décorations de portes, il y a la décoration do it yourself. Tous ces éléments-là, en fait, pour nous, c'est ce qui va déterminer notre strat, en fait. On va comprendre que Google se sert des signaux internautes pour nous donner des billes, en fait, sur le contenu qui est attendu par les internautes au niveau de ces fameuses intentions cachées. Donc on va s'en servir, on va essayer de retrouver les éléments qui apparaissent le plus souvent sur le plus grand nombre de requêtes, et puis on va produire le contenu adéquat, ou en tout cas conseiller nos clients pour qu'ils aient le contenu adéquat, ou les produits adéquats, ou les services adéquats. Parfois ils ne les ont pas, donc nous on leur dit, voilà, toi tu les as pas, mais tes 5 autres concurrents, ils en font. Peut-être qu'il va falloir... voilà. On peut aller... Aujourd'hui, le SEO, c'est plus quelque chose qu'on fait dans une cave tout seul, c'est quelque chose qu'on fait avec le client, avec tous les services de l'entreprise, pour essayer finalement d'évangéliser à tous les niveaux, et de faire comprendre que c'est le business qui doit évoluer en fonction de la demande, et pas forcément toujours l'inverse. Donc voilà, bon, ça rejoint ce que j'ai un peu dit, les recherches associées, les autres questions, voilà, tout un ensemble de choses qui sont vraiment des opportunités pour nous, pour les stratégies SEO. Alors là, j'ai parlé d'aujourd'hui, on va parler un peu de demain. En fait, c'est déjà aujourd'hui, on y est déjà. Qu'est-ce qui se passe sur Google? Là, déjà, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la SGE, donc la Search Generative Experience. Formidable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google a ChatGPT qui lui pousse un peu aux fesses. Il commence à sentir que la concurrence, elle existe finalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il propose tout un ensemble de futures nouvelles fonctionnalités de recherche qui vont permettre finalement aux internautes demain de faire ce travail-là de requalification de la requête de manière plus automatisée. C'est-à-dire que toutes les suggestions, les PA ou le fait de faire plusieurs requêtes, Google va vous le proposer de plus en plus. On va être de plus en plus dans un moteur conversationnel, sachant que le terme conversationnel chez Google, on l'entend depuis 2013 à peu près, avec la sortie d'un algo qui comprenait les requêtes conversationnelles. Demain, Google va un peu plus vous pousser, vous accompagner, vous aider, en vous permettant finalement de vous servir, de capitaliser sur les requêtes que vous avez faites précédemment, comme ChatGPT pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Voilà, on rentre vraiment dans une logique de chatbot. Je pose une question, la réponse ne me satisfait pas, je dis qu'elle ne me satisfait pas, et je rajoute quelque chose, et ça rebondit. Et finalement, ça fait une requête géante qui correspond à quoi? À la fameuse intention cachée de départ. Donc, on va arriver finalement à avoir plus d'informations sur ce côté-là, sachant que la recherche devient également multimodale. C'est-à-dire que si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à essayer Google Lens, qui est un outil qui permet de scanner des contenus, notamment visuels. Et si vous partez en vacances à l'étranger, je vous invite à scanner un menu sur une table de restaurant. Même les serveurs, ils connaissent le truc maintenant. Ça vous traduit le truc en direct. Derrière tout ça, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a toute une techno qui comprend, grâce à l'intelligence artificielle, qui sait retrouver du texte dans une image, qui sait retrouver une image dans une vidéo. Bref, la différenciation des contenus, images, vidéos, texte, ça ne va plus trop exister. Donc ça va être vraiment multimodal. Donc il va y avoir ces types de contenus qui vont être proposés par Google directement dans son moteur, en réponse à ce que fait Bing avec ChatGPT notamment. Donc voilà, Google Lens, un petit exemple, si vous avez des produits, assurez-vous que quand on les cherche avec Google Lens, on arrive bien à identifier votre marque par exemple. C'est pour ça que les marques, parfois, il faut qu'elles soient un peu posées en flashy sur les images pour qu'on puisse bien les voir et s'assurer que votre trademark est bien identifiable. Alors avec tout ça, on a déjà un peu évoqué le sujet, mais comment on va essayer de booster la visibilité et de satisfaire ces intentions cachées? Déjà, une des premières choses, c'est qu'on va essayer de comprendre comment fonctionnent les flux d'audience, à s'assurer de comprendre aujourd'hui votre audience, comment elle est structurée. Donc une audience, elle doit arriver sur votre site web ou sur votre écosystème, votre ensemble de sites, et elle doit générer de la valeur. Donc je l'ai dit tout à l'heure, plus de tel type de contenu, plus de leads ou plus de monnaie directement. Cette audience, sur le search, donc là on parle que du search Google, elle va être répartie finalement en deux grands leviers, le paid sur la partie lien sponsorisé et puis le SEO sur la partie organique. Okay. Par contre, il faut bien comprendre que pour un utilisateur de Google, la frontière entre les deux, elle n'est pas toujours très claire, elle est parfois même très floue, surtout avec des outils comme Google Flights ou comme Google Hotel qui ne sont pas très transparents sur le mode de rémunération. Donc il faut savoir identifier sur Google, pour nous, qu'est-ce qui relève finalement d'une audience de notoriété? Qu'est-ce qui relève juste d'une audience de quelqu'un qui a tapé votre marque ou quelque chose plus votre marque et qui du coup est arrivé sur votre site? Et pourquoi il l'a fait d'ailleurs? Parce qu'on pourrait se dire que c'est du trafic direct finalement. Si je cherche casino ou casino Lyon parce que je veux aller au petit casino du coin, moi je veux juste l'adresse en fait.
Donc potentiellement, tout ça, c'est du contenu que ça a pas Google n'a pas une très grosse valeur ajoutée là-dedans, sauf le fait de diffuser de l'information qui est disponible ailleurs. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut savoir, il faut arriver à comprendre que sur votre audience SEO que vous mesurez aujourd'hui sur un analytics, il y en a toute une partie qui relève de ça. Et il faut arriver à la chiffrer, à l'évaluer. Nous, ce qui va évidemment nous intéresser en premier lieu, c'est la recherche hors notoriété, c'est-à-dire tous les mots-clés hors marque qui vont générer de l'audience pour le coup, qui peut générer de la valeur incrémentale, en plus, que vous n'avez pas déjà acquise d'une certaine manière. Alors, la partie marque, on peut l'optimiser, on peut la travailler, il y a plein de manières de le faire. La première étant quand même d'avoir des actions de communication les plus massives possibles et les plus impactantes possibles, CF, tout ce que mes éminents collègues ont pu dire aujourd'hui ou hier. Mais c'est quelque chose qui doit être central. C'est-à-dire que si vous avez une audience SEO qui est structurée à hauteur de 90% de trafic de marque, vous savez que si vous ne bougez rien sur votre com, l'année prochaine, vous ne ferez pas x2 en trafic SEO. Enfin, ça, c'est sûr. Même si on bosse super bien avec vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va travailler évidemment les 10% qui amènent de la valeur incrémentale parce que c'est là qu'il faut aller la chercher. Mais ça veut dire qu'il faut travailler aussi ensemble sur le développement de la marque, d'une manière ou d'une autre. Alors, la marque, au-delà de savoir les volumes, et ça, je vais y revenir, il faut aussi comprendre tout ce qui se passe autour. Alors, il y a les logiques d'actu. Qu'est-ce qui se passe autour de votre marque? Alors là, on commence à travailler avec Casino, du coup, on a fait des choses intéressantes, pile au moment où le PDG il est mis en examen. Hashtag pas de bol. Donc ça, c'est des choses, c'est bête, mais en SEO ou en SIA, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous savez qu'à un moment donné, potentiellement, vous allez avoir des croissances de trafic sur un mois ou deux parce qu'il y a un événement. Et ces événements-là, il va falloir les flaguer d'une certaine manière, les historiser, parce que sinon, vous les allez oublier. Enfin, bon, celles-là, ils sont pas près de l'oublier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a tendance à faire des analyses sur le trafic N-1, N-2, etc. Et puis on oublie qu'en N-1, il s'est passé ça aussi. Donc potentiellement, ça a eu un gros impact sur la demande sur la marque. Pas forcément pour les bonnes raisons, et pas forcément pour générer plus de business, mais ça peut expliquer pourquoi vos indicateurs de trafic ne sont pas bons. Oscaro, ça fait depuis 2017 qu'ils ont des rumeurs de rachat, de liquidation, etc. C'est des choses, il faut savoir. Il faut savoir que quand vous tapez Oscaro dans un outil comme Google Trends, ce qui vous donne la tendance de recherche sur la marque, est-ce qu'elle évolue ou pas? Donc là, on voit qu'il y a eu des trous, mais globalement, elle est flat. Par contre, on voit que les premières suggestions qui sont faites, c'est Oscaro liquidation judiciaire. Donc à un moment donné, vous savez que vos clients potentiels vont voir cette information-là d'une manière ou d'une autre et que ça va pouvoir impacter le trafic. De même, si vous êtes dans le cas difficile où votre marque est un mot-clé, on travaille avec le groupe Patriarche, par exemple, qui fait de l'architecture. Si vous tapez Patriarche dans Google, vous allez voir les patriarches russes, vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'un patriarche, etc. Donc la couverture de visibilité dont ils disposent n'est pas la même. Il se trouve qu'ils ont fait le choix difficile d'avoir des marques qui sont des prénoms. Ils ont le prénom Walter qui est une de leurs marques, etc. Bon, compliqué parce qu'on sait que Walter, les premiers résultats, ça va être Breaking Bad, ça va être des choses comme ça. Donc vous savez qu'il y a plein de choses qui vont impacter votre visibilité d'une manière ou d'une autre, et en fait, vous devez avoir cette connaissance. C'est impératif de comprendre comment ça fonctionne et comment c'est structuré. Donc, pour creuser un peu plus, au-delà de connaître le nombre de mots-clés qui peuvent vous générer de l'audience, de connaître la ventilation entre la marque et le hors-marque, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est aussi de comprendre quels sont les contenus qui, aujourd'hui, alors, on est sur de l'estimation, on ne peut pas le savoir à coup sûr, à 100% sûr, puisqu'on est obligé d'utiliser des outils de tendance. Mais ça, de toute manière, habituez-vous, parce que c'était déjà le cas avant, mais aujourd'hui c'est de plus en plus criant avec les pertes de données qu'on va avoir sur le cookie-less. On est sur de l'analyse de tendance. Donc on doit comprendre que la homepage génère par exemple X% de l'audience SEO, que la partie magasin génère tant de %, etc. Ça vous donne des grandes tendances qui ne sont pas forcément exactes, mais à 5-10% près, généralement on s'y retrouve. On peut utiliser des outils d'analyse de marché type SEMrush ou des choses comme ça, ou SEO Observer ou autre, je veux fâcher personne. On peut aussi utiliser ou essayer de remixer ça avec des stats analytics ou Search Console. Peu importe la manière, il y a plein de manières de le faire. J'en ai une maison, mais on pourra en discuter par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir cette connaissance-là et cette estimation-là pour faire les bons choix et comprendre quels sont les contenus que vous allez vouloir pousser. Ou alors quels sont les contenus sur lesquels vous pouvez vous comparer à vos concurrents et dire voilà, moi j'ai beaucoup de contenu de ce type-là, mais je vois qu'eux, ils structurent leur audience de telle manière, donc mon déficit concurrentiel, il se situe à tel endroit. Et au final, on en revient à un basique du SEO qui est là depuis le début, c'est le concept de la long tail, c'est-à-dire qu'on va vouloir travailler l'ensemble de la chaîne de valeur sur toutes les typologies de mots-clés qu'on va retrouver,
du top concurrentiel billet d'avion à demain une requête très conversationnelle, comment réserver un vol Paris-New York pas cher en février 2024, qui ressemble quand même fortement à l'intention cachée de départ qu'on peut avoir en tant que consommateur pour le coup. Tous les internautes qui recherchent et visitent vos sites ne sont pas des consommateurs pour vous. Par contre, il y en a quelques-uns qui le sont. Ils vont peut-être chercher qu'une fois, ils vont peut-être arriver qu'une fois chez vous, mais c'est eux qui vont acheter les billets. Donc du coup, à un moment donné, il faut arriver à comprendre comment et quelle est la typologie de contenu dont ils vont avoir besoin. Moi, j'essaye de partir au Japon l'année prochaine, en 2024. J'utilise Google, mais pas que. J'utilise tout un ensemble de sites pour comparer, pour bencher, etc. Il y a peut-être un moment donné où je vais faire un choix décisif, mais ce moment-là, je ne sais pas quelle est la requête que je vais faire aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, il faut arriver finalement à arroser vos consommateurs potentiels aussi souvent que possible pour montrer votre marque et faire en sorte que vous soyez considéré comme l'acteur essentiel et indispensable pour telle ou telle action. Donc justement, j'évoque le fait de ratisser un peu large, quelque part, de toucher les consommateurs un petit peu tout le temps. Moi, j'aime bien utiliser l'image de la pêche au chalut. Alors, je sais que c'est pas très écolo, mais néanmoins, la pêche au chalut, vous savez que oui, vous allez bousiller les fonds marins, avec le web un peu moins quand même, mais par contre, à un moment donné, vous allez ramener du poisson. Donc finalement, c'est un petit peu la seule manière de faire sur certaines thématiques. Alors, nous, on a plein de clients qui travaillent en B2B et qui nous disent « oui, mais en B2B, on ne peut rien dire, il n'y a rien d'intéressant, blablabla. Si on parle de... je vais vous donner un exemple client, ça vous parlera mieux. Client qui fait des coques de piscine et qui est pro, donc qui vend aux installateurs, c'est-à-dire à des pros, qui eux-mêmes installent des piscines. Eh ben, on a eu beaucoup de difficultés pour lui faire comprendre, et c'est normal, hein, c'est un verrou psychologique à faire sauter, qu'on pouvait parler de choses comme quelle est la piscine coque la plus solide. Lui, il va me dire, mais moi ça ne m'intéresse pas parce que tous les gens qui vont arriver sur mon site, ça va être des particuliers, et en fait, moi, ma cible, c'est les pros. Sauf que, déjà, en lien sponsor, faire du ciblage d'audience, ça peut être compliqué parce que la qualité des audiences, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais en SEO, c'est impossible. On ne peut pas dire je veux toucher que tel ou tel type de personne. On n'a pas le choix. Donc en fait, il faut réfléchir un petit peu plus loin et se dire que finalement, ma cible pro, mon installateur, c'est un pro. Donc ça veut dire que normalement, il installe déjà des piscines. J'espère. S'il installe déjà des piscines, il a déjà un fournisseur. Donc pourquoi, au niveau de l'intention cachée, il irait utiliser Google pour trouver un nouveau fournisseur? Et c'est là où en fait, on fait vraiment du marketing et pas du SEO. Donc on va réfléchir et puis on va se dire, mais en fait, mon installateur, il n'y a qu'un seul moment, qu'un seul créneau de temps où il va vouloir faire ça, c'est le moment où il va vouloir challenger son fournisseur. S'il veut challenger son fournisseur, c'est qu'il a un problème qui peut être un problème de solidité, de fiabilité, de ce que vous voulez, de prix, peu importe. Et à ce moment-là, bah le pro, si c'est un très bon pro, il y a quand même de grandes chances qu'il connaisse déjà les autres fournisseurs. Donc il va taper la marque d'un autre fournisseur et basta, mon SEO, il ne sert à rien. Par contre, il y a peut-être un moment donné où soit un de ses clients lui a fait un retour, lui a parlé d'une pub qu'il a vue à la télé, a été impacté par l'empreinte d'une certaine marque à un moment donné ou d'une certaine technologie, les nouvelles piscines en pot de phoque, j'en sais rien. Et bah l'installateur, il va se dire je me fais un peu challenger, donc je vais repartir un peu à zéro, je vais redevenir un peu novice, je vais me poser les bonnes questions et je vais chercher quelles sont les coques de piscine les plus solides à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il va chercher dans Google? Une requête B2C, bizarrement. Donc finalement, il faut se dire que oui, c'est vrai, le cas il est un peu, c'est restreint, hein, mais finalement la clientèle elle est restreinte aussi. On est sur une niche, on ne peut pas toucher tout le monde. Par contre, il faut s'assurer qu'on arrose au maximum pour qu'à un moment donné, quand on va chercher ces choses-là, on sait que l'acteur indispensable, bah, c'est machinpotdefoc-piscine.com qui fait les nouvelles super piscines en pot de phoque. Désolé pour les phoques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, avec tous les outils de collecte de données qu'on utilise, on va regrouper toutes les informations qu'on a retrouvées, hein, vous voyez, avec toutes les PAA, les related, les suggest, etc., tout ce qu'on retrouve dans Google finalement. On va les synthétiser et puis on va essayer de trouver les éléments différenciants, les petits bouts de texte finalement qui peuvent générer des idées de contenu. Ne pas payer d'impôts, permis de construire, la période, la durée de vie. Voilà, tout ça, c'est des thématiques. Durée de vie piscine. Après, on le retraduit en mots-clés, durée de vie piscine, et puis on a des outils qui vont nous générer des clusters, et puis on va aller creuser comme ça. On va aller taper les infos dans Google, et finalement reconstruire une pré-arborescence un petit peu comme celle de droite, pour avoir finalement un planning éditorial qu'on va construire ensemble. Évidemment, vous allez parfois nous dire, oui, mais bon, la logique de ne pas payer d'impôts, moi je ne veux pas qu'on en parle, parce que politiquement, je ne peux pas me permettre de parler de ça. Ok, ça, très bien, ça c'est votre axe de communication. Nous, on va toujours vous dire, on parle de tout, parce qu'on est des oufs. Mais à un moment donné, c'est un travail commun. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ensemble sur ces sujets-là.
Et puis, à un moment donné, il faut aussi se dire que le message, on va vouloir le maîtriser un petit peu. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas faire de ciblage forcément en SEO. On peut évidemment faire de l'exhaustif, et c'est nous ce qu'on va rechercher. Donc, le guide complet des vérandas pour notre client Akena. Par contre, sur du SEA, l'avantage, c'est qu'on peut annoncer sur le même type de contenu. Par contre, on peut moduler un peu le message. On peut le rendre un peu plus incitatif, un peu plus agressif, un peu plus devis gratuit. Et du coup, on arrive à avoir un volume de conversion qui va potentiellement être plus fort sur ces volumes de trafic, tout en occupant en plus, de manière convergente, plus d'espace sur la SERP. Arrêtez de penser, parce que c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, que le SIA doit être là pour compenser un déficit de SEO. C'est souvent faux. Ça peut être vrai dans certains cas, mais c'est souvent faux. Le SIA va vous générer une audience souvent incrémentale qui va vous permettre de s'ajouter à votre SEO, et ce n'est pas parce que vous êtes premier en SEO que vous allez être autant cliqué que si vous étiez premier en SEO plus SIA. Encore une fois, parce que les gens ne savent pas forcément faire la différence. Parfois, ils cliquent sur le premier résultat, et je vous invite à regarder sur mobile avant de voir un premier résultat SEO. Parfois, il faut s'accrocher, quoi. Donc, stratégie convergente. Alors, petite parenthèse sur ce qu'on appelle le YMYL ou le EEAT, deux concepts qui sont un peu barbares comme ça. Le Your Money, Your Life, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'être sur des thématiques qui impactent l'argent des gens ou la santé des gens. Donc, tout ce qui est médical, tout ce qui est finance, etc. Google le traite d'une manière spécifique. Tout ce qui concerne ces éléments-là vont devoir passer par la grille EEAT, anciennement EAT, maintenant c'est EEAT, il y a un E en plus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'expertise. Il doit savoir, il doit pouvoir déterminer que vous avez une expertise spécifique sur ce que vous dites. L'autorité, être sûr que vous êtes un acteur de référence, donc CF, les backlinks et le maillage externe qui provient de votre notoriété. Le trust, donc la confiance, le fait que vous êtes, par exemple, que vous avez des avis positifs, ça peut être un élément de trust. Et le dernier critère qui est arrivé là cette année, c'est l'expérience, c'est-à-dire le retour d'expérience, la mise en valeur de retour d'expérience. Donc on conseille souvent à nos clients de parler de leur réalisation, de faire des contenus sur ce qu'ils ont pu produire avec leurs clients, les business cases, hein, c'est ce que je fais aujourd'hui. Tout ça, c'est des éléments qui vont déterminer et prouver la valeur de votre parole. Donc ça veut dire, incarner les choses. Le PDG de la boîte, souvent, il va devoir parler. On n'est pas dans du microblogging pour se faire plaisir, on est vraiment dans de la prise de parti d'experts sur certains sujets qui vont favoriser ces contenus-là. On a pu voir des contenus, nous, se faire déclasser juste à cause de ça, parce que pas suffisamment de preuves que. Donc attention à ces éléments-là si vous êtes dans ces thématiques. Ok, on n'est pas trop mal au niveau de timing. Un autre élément qu'il faut travailler, c'est la pérennité. Vous savez qu'en SEO, c'est du travail de long terme, c'est le marathon du SEO. On est sur une légitimité qui est compliquée et longue à acquérir, donc autant faire en sorte de ne pas la perdre. Alors là, le cas le plus fondamental, c'est vous refondez votre site, ne pétez pas tout. On a des conférences spécifiques là-dessus, si ça vous intéresse, je peux vous en parler. Maintenant, ce n'est pas que ça, c'est aussi tous les micro-moments où il va y avoir des changements sur votre site web, et des changements qui peuvent être anticipés et automatisés. Donc il faut vous poser les questions, qu'est-ce qui se passe si je change le titre d'une page, par exemple, sur mon CMS, si je déplace une fiche produit d'une catégorie à une autre, est-ce que mon système technique est prêt pour ça ? Est-ce qu'il est capable de faire les redirections automatiques ? Tout ça, c'est des choses qu'on appelle le workflow SEO et sur lesquelles on peut travailler en amont avec vous pour anticiper techniquement les potentielles erreurs humaines. Et croyez-moi, il peut y en avoir. Et la moindre erreur qui n'est pas traitée comme ça de manière automatique, il faut savoir qu'elle va forcément à un moment donné vous toucher. Et plus ça arrive fréquemment, plus vous accumulez de la dette technique SEO et plus ça va être compliqué derrière de corriger le tir. Donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels, si vous ne voulez pas perdre le bénéfice de votre contenu, il faut vraiment vous assurer que ce soit solide. Allez, on va passer à quelques exemples un peu appliqués. Alors, j'en ai déjà donné pas mal, mais je vais vous donner un petit peu les résultats de ce qu'on a pu étudier, nous, via nos outils. C'est-à-dire que nous, nos consultants, tous les jours, ils font des audits pour nos clients. Ils utilisent des outils à nous qui nous permettent de savoir sur telle ou telle thématique, sur tel ou tel mot-clé, quels sont les résultats sur Google et quels sont les premiers, deuxième, troisième. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a agrégé tout ça depuis 2021, on l'a fait plusieurs fois, là c'est la version de cette année sur les 6 derniers mois. Donc ça représente à peu près 20 000 expressions clés pour vous donner un ordre d'idée. C'est que des mots-clés sur du fort volume de recherche et sur du hors-marque.
Ça représente à peu près 30 000 pages sur 4 000 sites. Donc voilà, il y a des pages qui sont très très bien rankées sur plein de mots-clés, d'où le différentiel. Et en gros, ça nous permet de voir un peu quelles sont les typologies de contenu qui fonctionnent bien ou qui sont bien positionnées. Alors j'ai sorti les homepages de tout ça, notamment parce qu'en position 1, il faut savoir que, alors sur ce panel-là, évidemment, ce n'est pas une valeur absolue. Nous, on observe 30% des positions 1 sur des homepages. Donc vous voyez que la notoriété, elle est vraiment centrale. Et je parle de mots-clés super concurrentiels. Hein. Le meuble industriel, ça peut en faire partie. Enfin, c'est des mots-clés comme ça, quoi. Toutes thématiques confondues. Donc ça veut dire que c'est non seulement 30% des positions, mais après, si on prend les search volumes estimés par Google Ads, c'est 45% des volumes. Donc c'est quand même pas loin de la moitié qui peut être concerné par la notoriété directement. C'est-à-dire le contenu, quand même, hein, sur votre homepage, si vous n'avez pas de contenu, ça va être difficile, mais aussi la notoriété. C'est-à-dire qu'une homepage, elle vit surtout par sa notoriété off-page, les liens qui pointent vers elle. Il faut savoir aussi qu'en termes de niveau d'arborescence, il y a quand même 80% des pages qui sont en top 3 sur ces mots-clés-là, qui sont à 3 niveaux d'arbo max. Donc les URL à rallonge, à 4 km, 12 clics pour y parvenir. Vous oubliez les fiches produits qui sont tout au fond de votre catalogue. Vous savez qu'elles auront beaucoup de mal à se positionner en top 3 et qu'il va falloir plus travailler sur vos pages de listing. Mais ça, on va y revenir. Donc après, je ne vous ai pas fait de bullshit sur les volumes moyens de contenu, parce que ça, pour le coup, ça n'a pas de sens. Je pourrais vous dire, oui, le contenu idéal, il fait entre 400 et 750 caractères, ce qui est le chiffre que moi j'ai. Sauf qu'en fonction des thématiques, ça ne va pas du tout vous dire la même chose. Si vous êtes sur une thématique purement e-commerce, très pure player, vous n'allez pas du tout avoir ces résultats-là, et ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas faire de contenu. Donc ça, c'est des analyses ad hoc qu'on va faire avec nos clients, sur lesquels on va travailler pour savoir quel est le volume de contenu idéal pour telle ou telle thématique, mais on ne peut pas le faire en macro. En tout cas, moi, je ne vous le conseille pas. Donc on va voir, je crois, 4 types de contenus qu'on retrouve beaucoup dans ces résultats-là. Alors, j'ai pas donné de chiffres, X% sont des pages de listing ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment prégnant. C'est-à-dire que c'est les grandes typologies de contenu qu'on retrouve quasiment tout le temps en top 3. Donc, le premier, c'est tout ce qui est guide. Guide, dossier de fond, guide d'achat, guide conseil, etc. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas parler de blog. Vous oubliez les blogs, les machins, les trucs. Blog, site web, c'est pareil. C'est du contenu qui est sur un domaine, peu importe que ça soit appelé blog ou pas, en fait. C'est que de la tonalité finalement aujourd'hui. Guide d'achat, je vais vous prendre quelques exemples. Voilà, un exemple comme Vidal par exemple. Ils vont traiter une thématique comme l'apnée du sommeil et avoir une très bonne position sur des mots-clés comme apnée du sommeil et ses déclinaisons grâce à des dossiers exhaustifs qui ont pour vocation, ils le disent d'ailleurs je crois, le début de l'article, c'est destiné au grand public, rédigé par un rédacteur scientifique qui reflète l'état des connaissances sur le sujet et des compétences sur le sujet. La notion d'exhaustivité et de leadership sur le savoir est vraiment essentielle en SEO aujourd'hui. Et en fait, ça a toujours été le cas finalement. Tous les sites qui ont cartonné en SEO ces 20 dernières années, il y a quand même souvent ça qui est derrière. Il peut y avoir les backlinks, mais c'est quand même souvent le truc qui fait la différence. Donc finalement, tous les questionnements relatifs, tout le champ sémantique et un bon maillage interne qui permettent vraiment de passer dans la thématique et d'avoir plus d'informations, et plus le côté rédaction scientifique avec un lien vers la page du rédacteur, le docteur machin qui présente le truc. C'est des choses qu'il faut mettre en valeur de plus en plus. Je crois que ça fait partie des clients avec lesquels on a eu ce genre de difficultés sur le EEAT. À un moment donné, il va falloir prouver que le rédacteur... Alors bon, Vidal, c'est suffisamment connu, entre guillemets, dans le domaine scientifique pour ne pas avoir ce type de problématique, mais ça peut faire partie des zones d'alerte qu'on va mesurer. Si on part sur quelque chose d'un peu moins santé, sur Verisure, c'est pas forcément des clients. Hein. Je suis pas là pour vous dire voilà, nous on a fait ça, c'est formidable, blablabla. C'est pas des clients en l'occurrence. Par contre, ils font des trucs super, je le dis. Qu'est-ce qu'ils font eux? C'est qu'ils déploient tout leur argumentaire commercial sur le domaine de l'alarme et de la protection de la maison. Finalement, il y a plein de méthodes qui peuvent être soit avec une centrale d'appel ou ce genre de choses, soit avec du do-it-yourself où on achète les infos sur les devices sur Amazon, on les installe soi-même. Eux, ils ont pris le parti d'en parler. Ils ont pris le parti de déployer leur argumentaire et d'expliquer les avantages, les inconvénients de chacune des solutions, en prenant un peu parti, mais pas forcément toujours. Donc ça prend en compte les arguments concurrentiels, ce qui leur permet d'être visible sur quasiment tous les mots-clés de cette thématique-là. Ils insèrent évidemment du call to action, ils ont évidemment des clusters sémantiques assez importants, mais ils vont surtout montrer leur expertise de manière la plus exhaustive possible sur une thématique. Et ça leur permet finalement d'avoir une très très bonne visibilité là-dessus.
Après, il va y avoir la logique de mise en valeur du catalogue. Quand on est sur du e-commerce, alors pas forcément que du e-commerce, je vais parler aussi de catalogue d'annonces, je vais séparer les deux, où on est souvent sur des pages qui sont assez pauvres d'un point de vue éditorial, avec juste du listing produit par exemple. Donc on va voir comment on peut mixer de l'éditorial, de l'UX et de l'offre. Donc par exemple, sur des sites comme le site de Boulanger, vous allez avoir une page caméra de surveillance en l'occurrence. On va falloir comprendre que l'exhaustivité, ça vaut aussi pour l'offre, et que Google comprend quelque part que les volumes ont une importance pour les internautes, comprend que l'internaute il va vouloir potentiellement comparer, donc il y a des logiques UX, le fait d'avoir des petits boutons comparer pour tel produit directement dans le listing produit de manière ergonomique, ça montre à Google qu'il y a une volonté d'eux. Le nombre de produits peut potentiellement avoir un impact aussi, et pas uniquement pour la répétition sémantique, mais si vous avez une page où il y a 3 produits dedans, vous allez avoir de toute manière beaucoup de difficultés à vous ranker sur ces mots-clés-là. Après, il va y avoir la présence de différents outils UX qui sont standards et qui sont utiles pour les internautes et que Google va être capable de détecter, tout ce qui est navigation à facettes, tout ce qui est capacité de filtre, de tri, tout en maîtrisant l'indexation qui est liée à ça, puisque ça peut générer beaucoup de problèmes de duplication de contenu. Donc toute la logique de pouvoir filtrer par marque, par coloris, par type de produit, etc. On voit même que les sites ils commencent à fonctionner un peu comme Google avec les petits blocs au-dessus, les détecteurs, les visiophones, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec l'intelligence artificielle, détecter les requêtes les plus fréquentes sur le moteur de recherche interne, par exemple, et puis le mettre en valeur directement dans la navigation. Le maillage interne enrichi par le comportement. On va avoir de la réassurance aussi sur les délais par produit, par exemple, qui vont directement être présents. Quand est-ce que je peux être livré ? Je n'ai pas besoin d'aller sur la fiche produit, de m'inscrire, de mettre mon email, etc., pour savoir quand est-ce que je vais recevoir mon produit. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont vous servir à enrichir. En plus, évidemment, des blocs de contenu. Et là, je vais parler de flexibilité. Avoir un CMS qui permet de rajouter des blocs de contenu en haut, en bas, sur le côté, etc., en fonction de vos besoins, c'est essentiel aujourd'hui, puisque ça vous permet vraiment de bouger votre site en fonction de ce que Google va attendre. Sur la partie un peu plus service, donc là c'est sur de l'immobilier en l'occurrence, on va voir qu'il y a tout un ensemble de choses qu'on peut mettre en place. Alors souvent sur l'immobilier, un des enjeux c'est d'avoir une fraîcheur de contenu, d'avoir les derniers produits, les derniers biens. Donc on va directement avoir la mise en valeur dans la page de résultats de Google grâce à une balise title dynamique du nombre d'annonces disponibles sur des locations de maisons, je crois, à Toulouse, ouais c'est ça. On va avoir également, comme c'est du multiflux, en l'occurrence c'est à vendre à louer, donc ils agrègent des flux qui viennent de différentes sources, ce qui est bien pour l'internaute final et son intention cachée. Par contre, il faut aussi réécrire ça. Il faut essayer de... En gros, ils ne vont pas prendre ce qui vient dans le flux, ils vont directement réécrire. Si c'est un appartement, ils ont une catégorie appartement, donc ils vont le renommer directement dans le site web et faire en sorte de mettre en valeur les attributs qu'ils veulent. Appartement avec terrasse, maison avec piscine, etc. Tout ça, ils vont le réécrire dynamiquement pour avoir un workflow qui fonctionne bien. Donc on est sur du maillage interne avancé et on peut également avoir tout ce qui est fonctionnel sur du système d'alerte sur mobile pour avoir tous les nouveaux biens dès qu'il y en a un. Bref, encore une fois du fonctionnel qui est mixé avec du contenu. Un autre type de contenu qu'on retrouve, alors pas forcément beaucoup en nombre, mais par contre, quand une page est dominante là-dessus, et notamment la page que je vais vous présenter, qui est vraiment dominante sur ce secteur-là, c'est un lead magnet énorme. Voilà, une calculette de simulation de prêt immobilier, celle de meilleur taux, elle est première sur tous ces mots-clés depuis une éternité maintenant. Des calculettes hyper fonctionnelles qui évoluent avec le temps, qui évoluent avec la réglementation et qui permettent aux internautes de répondre à cette demande « combien vaut mon bien ?» Ça, c'est des choses qui sont hyper attractives, qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, qu'on peut mettre en valeur sur LinkedIn, tous les lead magnets de ce type-là peuvent être super efficaces. Donc ça nécessite parfois un peu de dev, ça nécessite d'être un peu transparent sur les données qu'on fournit. Mais voilà, des acteurs de l'immobilier aujourd'hui qui ne communiquent pas ou peu sur... Il y avait quelqu'un de bien ici tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là, mais qui ne communiquent pas ou peu sur les prix de vente, même de manière un peu offusquée, c'est dommage. Parce que de toute manière, meilleur taux le fait d'une manière ou d'une autre, ou d'autres potentiellement. Donc là, on est encore sur la notion d'exhaustivité par la donnée. Là, il n'y a qu'une page, il n'y a qu'une page qui est positionnée sur des dizaines de mots-clés. Et on voit qu'on est même à un stade où Google met tellement en valeur cette page qu'il va récupérer des éléments comme prendre les montants exemples qui sont pris dans le formulaire et les mettre en valeur directement dans la SERP. Et je ne sais pas si vous voyez la taille du snippet par rapport à un snippet normal, mais c'est juste énorme. Donc vous savez que sur toute cette thématique, il ratisse tout. Et là, Google ne peut pas se permettre de lui voler cette donnée-là. Donc du coup, il va laisser meilleur taux positionné là-dessus.
Autre avantage de ce type de fonctionnement, c'est que ça vous permet aussi d'avoir du formulaire. Donc on est sur du un clic depuis Google formulaire, et le formulaire, si vous l'écoutez correctement, vous pouvez aussi préqualifier vos audiences et vos résultats selon les étapes qui sont franchies dans le formulaire. On va savoir que le formulaire il a été rempli à 2 tiers, 3 tiers, 3 tiers, oui, bref, 4 cinquièmes. Et du coup, savoir dans quelle mesure on répond à l'intention et où est-ce que ça bloque et où est-ce qu'il faut potentiellement améliorer. Donc là, il y a pas mal d'informations sur la cible avec une seule page. Donc après, ça, c'est un exemple un peu avancé. L'infographie, le livre blanc, l'interview, tous ces éléments-là sont des contenus qui peuvent attirer de la même manière l'internaute. Vous pouvez même fournir des contenus que vous allez fournir que partiellement, ce qu'on appelle le gated content, et du coup aller récupérer de l'email pour fournir le reste du livre blanc ou autre, ce que font l'équipe et compagnie. Quatrième, on est en quatrième type de contenu, c'est le store locator. Alors store locator, je l'entends au sens large, je vais y revenir, mais c'est vraiment l'optimisation du management de la présence locale. Alors je prends l'exemple du Tendestris, qui est un store locator plutôt avancé. Il faut savoir qu'il y a plein d'outils maintenant qui font ça, qui mixent soit le presence management sur Google My Business et des outils comme ça, et qui ajoutent pour la plupart des briques de store locator directement hébergées souvent chez eux, parfois chez le client. Donc attention à ça, certains de ces outils peuvent être très bien, je vais faire la pub de personne aujourd'hui. On peut en parler en off si vous voulez. Il faut bien faire attention à comment ça marche et comment c'est optimisé pour le SEO et quel est le résultat. Il ne faut pas avoir de déperdition sur le maillage interne entre les différentes pages qui vont être présentes. Il faut bien avoir une page par magasin, comme c'est le cas ici. S'assurer qu'elle est bien crawlable par Google et qu'il n'y a pas de souci d'accès par Google. Et derrière, ça vous permet également potentiellement de personnaliser, donc de laisser tout ou partie de l'accès. L'intervenant juste avant parlait de la centralisation versus la décentralisation. Il faut une centralisation forte si vous voulez une homogénéité d'information. Et surtout une complétude et une mise à jour des données qui soient fiables. La centralisation, c'est quasiment le seul moyen de l'avoir. Par contre, laisser des espaces de prise de parole pour les dirigeants de magasins, les franchisés, etc., quand ils le veulent, quand ils le peuvent et quand ils peuvent apporter des éléments locaux, c'est vraiment essentiel. Google le permet, lui, dans Google My Business. Vous pouvez balancer des promos, des communications, des choses comme ça. On peut le faire aussi sur un store locator. Donc moi, je vous invite vraiment à choisir des solutions qui permettent de mixer les deux, qui restent quand même suffisamment flexibles. Il faut faire attention, c'est souvent du SaaS sur lequel on ne peut pas toucher grand-chose. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas au début, et au départ, ils vont vous dire oui, bien sûr, on pourra le faire. Puis en fait, quand vous avez signé, non, en fait c'est standard. Donc attention à ça. Attention aussi au fait que l'empreinte de marque peut être locale aussi. Pensez bien à ça, on peut avoir des sous-marques ou des noms de représentants locaux qui sont plus forts que votre marque. Je vous donne un exemple, nous on travaille avec Orpi depuis plus de 10 ans. Orpi, ils sont connus pour Orpi, donc Orpi Lyon, Orpi Marseille, Orpi machin. Par contre, dans certains cas, le nom de l'agent immobilier est très connu dans le secteur. Donc ils vont adjoindre ce nom-là, donc Orpi, j'ai plus le nom en tête, mais Orpi Jean-Claude Duss, qui est l'agent immobilier à Lyon. On va être capable de capitaliser de la visibilité sur son nom. L'agence du marché, la pharmacie du centre, la pharmacie bref, tous ces éléments-là, il faut arriver à les mettre en valeur en plus de votre marque pour capitaliser sur de la double marque, finalement. Ça vaut aussi, si vous avez le cas, sur tout ce qui est rachat de société, merge de marque. Quand on rassemble de marques, qu'on veut rationaliser, qu'on ne veut plus avoir qu'un seul site, il faut s'assurer qu'on conserve l'historique. On a travaillé à une époque pour un acteur qui s'appelait Toupargel, qui n'existe plus d'ailleurs. Toupargel avait racheté Agrigel, qui était le leader du marché à une époque, ce qui faisait qu'ils avaient toute une audience qui arrivait par la marque Agrigel. Ça, c'est des éléments que vous devez connaître. Si vous rachetez une boîte, vous savez que cette boîte-là, vous la rachetez avec son historique, avec les demandes qui vont avec, et potentiellement, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez capitaliser, sur lesquelles vous pouvez écrire des pages. Il y a plein de boîtes qui font ça, qui font une page notre historique, blablabla, etc., et qui continuent à générer de l'audience, même des années après, parce que le changement, tout le monde n'est pas prêt. Et les gens aiment bien avoir leurs petites habitudes, donc ils continuent à rechercher avec l'ancienne marque. Allez, on n'est pas trop mal niveau timing. On va finir sur le sujet de l'intelligence artificielle, histoire de partir sur une note positive. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, elle va créer votre contenu ? Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous se sont posé la question ou ont commencé à agir pour ça. Nous, on aime bien se dire, est-ce que le rédacteur est mort ? Il y a 2 personnes de l'équipe là, qui rédigent des choses sur le sujet actuellement.
Est-ce qu'il est mort finalement? Qu'est-ce que pense Google des contenus qui sont générés par l'IA? Je ne sais pas si vous avez cette information-là, mais Google a communiqué là-dessus. En gros, ce qu'ils ont dit, c'est peu importe, on s'en fout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si le contenu il apporte de la valeur ajoutée, qu'il est qualitatif, Google s'en fout de savoir si vous avez utilisé une IA pour le construire ou pas. Ça, c'est le fond du truc, donc il ne va pas le pénaliser. Par contre, évidemment, à partir du moment où vous utilisez de l'IA en mode automatique, bourrinage, pour dupliquer et faire la même chose que ce qu'on fait en SEO depuis 20 ans, c'est-à-dire grosso modo du texte à trous, ou du content spinning, donc du remplacement de termes un petit peu avancé finalement. Si vous faites la même chose avec de l'IA, potentiellement, oui, vous allez être pénalisé parce que vous allez générer des contenus dupliqués, à faible valeur ajoutée, qui se ressemblent tous, etc. Maintenant, il y a certaines thématiques ou certains types de pages sur lesquelles ça ne posera aucun problème. Si vous avez 10 000 pages qui se ressemblent et qui sont des pages un petit peu fonctionnelles, sur lesquelles la valeur ajoutée, c'est le service que vous proposez, avoir des textes comme ça ne posait pas de problème hier, ça ne posera pas de problème demain. Donc les économies d'échelle que vous pouvez faire sur le temps gagné, là, elles sont importantes. Par contre, si vous êtes sur des thématiques EEAT ou autres, ça va potentiellement être plus difficile, bien entendu. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à plusieurs choses. Là, les limites de l'intelligence artificielle, notamment via ChatGPT, c'est que déjà, il y a une problématique de fraîcheur de la donnée, puisque ChatGPT s'arrête en 2021, si je ne dis pas de conneries. Donc, fraîcheur de données un peu limitée. Il y a la logique de scalabilité, dans quelle mesure on est capable de produire un contenu volumineux facilement et rapidement, efficacement, et en vraiment gagnant du temps, parce que finalement, souvent, le fait de mettre le système en place, ça fait quand même perdre beaucoup de temps pour un effet limité. Et puis, il y a la logique de fiabilité, en fait, la fiabilité de la donnée et de l'information que vous allez fournir. D'une part, elle est déjà existante, puisque l'intelligence artificielle, le concept, c'est contenu in, contenu out, donc garbage in, garbage out. À un moment donné, il faut s'assurer que ce que vous allez fournir apporte quelque chose en plus à un moment donné. Sinon, si vous êtes juste là pour répéter ce qui a déjà été dit, il va falloir se poser les bonnes questions. Donc finalement, nous, on prône plus, non pas le humain versus machine, mais le humain plus machine. L'intelligence artificielle, c'est un vrai booster de créativité. Ça permet vraiment, si on a une approche combinée, de gagner du temps sur les tâches les plus subalternes. Par contre, toute la partie vraiment stratégique, et la partie qui fait vraiment la différence, va quand même falloir la challenger un petit peu, va quand même falloir s'assurer que les données sont fiables. J'ai fait le test dans le train ce matin. Voilà, on travaille pour Air France. Je me disais, voilà, est-ce qu'il est capable de me sortir du contenu et les listes de compagnies aériennes les plus intéressantes pour aller de Munich à Berlin. Donc il va me le donner, il va me lister Air France comme faisant partie de ces compagnies-là. Alors d'abord, il va me proposer des low cost, je vais lui dire je ne veux pas des low cost, donc ça, il le réajuste, pas de problème. Par contre, à un moment donné, il va falloir savoir, et je le savais, que Air France ne fait pas des vols directs. Donc ça veut dire que si vous faites Munich-Berlin avec Air France, vous faites Munich-Paris, Paris-Berlin. Bon, après, on peut faire ce qu'on veut, mais moi, perso, je ne le ferai pas. Donc, si vous ne savez pas ça, vous allez proposer ce contenu-là sans avoir réfléchi au fait que ça pouvait poser problème. Donc, le savoir qu'on a dans le cerveau sur les stratégies, sur les possibilités que vous êtes en mesure de présenter, ça, Google ChatGPT ou demain les autres outils, ils auront quand même beaucoup de mal à le détecter. Ils pourront le faire. Moi, quand je lui ai dit, voilà, tu me donnes que les compagnies qui font des vols directs, là, il m'a sorti Air France. Voilà. Donc, mais par contre, si je ne lui avais pas demandé, il ne me l'aurait pas sorti. Donc voilà, comme dit notre boss David Bonamour, la calculette n'a pas remplacé le comptable. Je rajouterais que l'appareil photo réflexe numérique n'a pas remplacé le photographe. Par contre, c'est vrai que les mauvais photographes ou les mauvais comptables, potentiellement, ils ont eu moins de boulot. Parce que finalement, leur valeur ajoutée était moindre. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut l'adopter, il faut essayer. C'est un super outil, on peut faire plein de trucs. Les outils de demain seront probablement encore mieux. Et c'est nous qui allons le nourrir, donc autant lui donner des choses les plus qualitatives possibles. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, il y a encore 5 minutes. Et sinon, je vous invite à laisser un avis si ça vous a plu, même si ça ne vous a pas plu, ça ne me pose pas de problème. N'hésitez pas à me le dire aussi. À savoir aussi que vous pouvez télécharger sur notre site plein de petits documents. Type des livres blancs, on édite un magazine aussi qui s'appelle More Traffic, More Business, qui parle des différentes innovations et nouveautés du secteur. Je vous invite à les télécharger, à vous documenter un peu, à venir nous poser des questions si ça vous touche sur vos stratégies.
Voilà, on est en train d'en rédiger un justement sur les sujets d'IA qui va paraître à la rentrée normalement. Le dernier, c'était plus lié aux stratégies du nouveau monde, donc tout ce qu'on appelle le new normal. Qu'est-ce qui se passe post-Covid? Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les nouvelles habitudes de consommation? Il y a pas mal d'infos là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger tout ça sur notre site ou via le QR code qui est là. Si vous souhaitez nous contacter pour un rendez-vous personnalisé, n'hésitez pas non plus. Et dernière chose, si vous avez envie d'expérimenter tout ça, on recrute à bloc, on cherche des nouveaux talents. Même débutants, on a une semaine du recrutement qu'on organise la première semaine de juillet. Il y a un job en CDI à la clé pour devenir un nouvel expert SEO, un nouvel expert SIA. Voilà, c'est des choses, une semaine de formation gratuite et à la fin, un jackpot pour la personne qui dépotera tout. Voilà, je vous remercie encore. N'hésitez pas si vous avez des questions.